Ce qui se passe à Kidal est déplorable. Cet événement intervient au moment où les autorités maliennes s'apprêtent à entamer les négociations avec les groupes armés. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Moussa Mara. Les trousseaux traditionnels de mariage, c'est le sujet du dossier culturel de cette édition. Pour en savoir davantage sur cette pratique, Cheikh Oumar Sangaré nous amène aujourd'hui à Kati, Malibougou. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes en hivernage et Bamako a été bien arrosé aujourd'hui. Le Premier ministre Moussa Mara vient de boucler une visite qu'il avait conduite à Gao, Tombouctou, Kidal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est attendu d'un moment à l'autre à l'aéroport international Bamako-Sénou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais sachez que le Premier ministre Moussa Mara était hier à Kidal. Sur place, le chef du gouvernement a échangé avec les forces armées maliennes avant de rencontrer l'administration au gouvernorat. Envoyés spéciaux, Mamari Kone, Adama Kamara. C'est une visite historique que le Premier ministre vient d'effectuer à Kidal. Samedi 17 mai 2014, Moussa Mara, accompagné par 7 membres de son gouvernement, est accueilli à l'aéroport de Gao. Il doit se rendre à Kidal, deuxième étape de la visite qu'il a entreprise dans les régions du nord de notre pays. Dans cette matinée du 17 mai, des individus mal intentionnés veulent perturber cette visite du Premier ministre malien dans une partie du territoire national. Le Premier ministre est arrivé à Kidal au moment où des échanges de tirs nourris se font entre les forces armées maliennes et les groupes armés. Après son accueil par le gouverneur de région et l'aménagement, Moussa Mara a rencontré les forces de l'aménagement au camp 2. Il s'est ensuite rendu au camp 1 pour échanger avec les forces armées maliennes sur leurs conditions de travail. Dernier temps de la visite, la rencontre avec l'administration au gouvernorat de Kidal. Au centre des échanges, le retour de l'administration. Animé par un seul souci, qui est de faire en sorte que l'administration malienne soit présente avec le même niveau partout sur le territoire. Mon seul souci aujourd'hui, c'est cela. Je suis venu à la tête d'une délégation d'une dizaine de ministres qui couvre tous les segments de l'administration pour venir simplement vous écouter, récupérer vos difficultés, comprendre vos appréhensions, identifier avec vous les solutions pour faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions de travail possibles, afin de simplement servir vos compatriotes. Le gouverneur de région a pour sa part insisté sur les efforts déployés par l'État malien et ses partenaires pour le retour des déplacés et de l'administration. Comme on pouvait s'y attendre, les populations déplacées refusaient de façon spontanée et volontaires ont annoncé leur retour. Dès lors, l'administration a repris ses missions de service public, mais de façon timide. Cependant, il est important de constater un certain engouement des populations autour des activités administratives. La reprise des cours à Tessalit, à Galok et dans le cercle de Tessalit et à Nefif dans le cercle de Kidal, traduit le redémarrage des activités scolaires dans la région. La région prépare activement, non sans difficulté, les élections communales prévues pour le dernier trimestre de 2014, conformément à votre déclaration de politique générale du 30 avril 2014. C'est un Moussa Mara très serré mais déterminé qui a regagné Gao. Le climat est stable, l'environnement est stable, mais Inch'Allah ça va aller. Les hommes ont le moral. Ils ont subi pas mal de difficultés hier, pas mal de traîtrises aussi, puisqu'on ne s'y attendait pas. On s'attendait plutôt au mouvement des civils, des femmes. On ne s'attendait pas à une violation aussi flagrante de tous les accords qui ont pu être conclus ces derniers temps. Mais nous en tirons les conséquences les plus idoines. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le Mali recouvre totalement sa souveraineté sur son territoire. Gao est la dernière étape de cette visite que Moussa Mara a entamée vendredi dernier dans les 3 régions du nord de notre pays pour s'enquérir du retour effectif de l'administration. Cette rencontre s'est tenue au moment où s'affrontaient les forces armées maliennes et les groupes armés, une situation déplorable qui intervient alors que les autorités maliennes s'apprêtent à entamer les négociations avec les groupes armés. Écoutons le Premier ministre Moussa Mara, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux.
Les bruits de ces armes-là mettent en lumière la nécessité absolue que nous trouvions une solution à la question de la ville de Kidal. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Soit nous pensons, nous tous les acteurs de cette situation, que le Mali est un et indivisible, que la souveraineté de l'État doit se traduire sur l'ensemble du territoire. Et donc, faire en sorte qu'à Kidal, nous ne soyons pas dans un no man's land qui ne dit pas son nom. Nous ne soyons pas dans un nouveau Berlin tristement célèbre. Soit nous pensons que le Mali est un et indivisible en ce moment, on le résolve. Soit en ce moment, qu'on nous le dise, que le Mali est un et indivisible, à l'exception de Kidal. Qu'on nous le dise. Que je sache, tous les signataires des accords de Ouagadougou ont reconnu d'abord le préalable de l'indivisibilité de notre pays, de la nécessité de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Tous les signataires. Nous pouvons discuter, nous pouvons dialoguer sans que nous soyons obligés d'être les témoins malencontreux d'échanges de tirs sur notre territoire. La possession des armes ne constitue et ne constituera jamais une pression sur l'État malien. Donc ceux qui pensent que parce qu'ils ont des armes en main, ils peuvent circuler allègrement sur des pick-up, que cela est de nature à impressionner l'État malien, se trompent lourdement. Donc ils reviennent à la raison qu'entre responsables, citoyens, patriotes, qu'on se réunisse autour d'une table, qu'on discute sérieusement de l'avenir, qu'on laisse les faux fuyants, qu'on travaille ensemble à avoir un Mali un et indivisible, divers, mais unis. Que chaque citoyen malien qui veut sincèrement l'avancée de notre pays se retrousse la manche, travaille au progrès du Mali. Qu'on arrête définitivement les avantages induits, les positions de rente que certains entretiennent depuis trop de temps et qui sont aussi quelque part à la base de cette situation malencontreuse. Trop de Maliens ont profité de cette situation, au sud comme au nord. Trop de pseudo-responsables sont en train de profiter de cette situation, au sud comme au nord. Donc, je vous rassure tout de suite, mesdames et messieurs, au nom de l'État malien, sous la direction du chef de l'État, nous allons très bientôt engager les voies et moyens qui vous permettront de sortir de cette situation. Nous allons le faire politiquement. Nous allons le faire avec la main sur le cœur, avec la volonté réelle de réconcilier les Maliens. Nous allons le faire avec l'esprit de ne distinguer aucun Malien sur la base de sa couleur de la peau, de ses croyances religieuses. Nous allons le faire avec l'ambition de reconstruire un pays prospère, uni. Mais s'il le faut, nous allons le faire avec les armes.
Voilà, il faut signaler que c'est en provenance de Kidal que le Premier ministre Moussa Mara et 6 membres du gouvernement ont fait escale donc à Gao. Au cours de différentes rencontres, le principal sujet a été le retour de l'administration et l'engagement des acteurs à transcender les obstacles. La société civile, les élus et l'administration ont fait le point de la situation dans les domaines du développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Daouda Zoumana Traoré. Suite aux événements qui se sont produits hier à Kidal, ici à Bamako, les populations sont sorties massivement pour réaffirmer leur soutien au gouvernement de la République du Mali, comme vous le constatez sur ces images. Pour les manifestants, le Mali sera un et indivisible. Voilà une sortie spontanée dans la ville de Bamako. C'était hier soir par rapport à la situation à Kidal. Voilà les manifestants pour un Mali un et indivisible. Voilà, regroupement hier soir, c'était également au niveau de la place de l'Indépendance. Là également, les manifestants ont appelé au patriotisme et au sursaut national pour la libération de Kidal. Écoutons les réactions de quelques manifestants au micro de Isaac Tchenou et de Mamourou Sidibé. Aujourd'hui, Kidal est occupé. Nos militaires sont cantonnés. Quand nos autorités veulent se rendre, depuis le premier gouvernement, il y a eu des jets de cailloux sur nos ministres là-bas. Aujourd'hui que le gouvernement est là et qu'il y a les tirs partout, est-ce que la souris a avalé l'hippopotame ou l'éléphant? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous voudrons un Mali uni et prospère. Nous ne voudrons plus de bains de sang. On est fatigué, nos enfants sont morts. On ne veut plus de morts à Kidal. Je félicite notre Premier ministre. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on connaît Kidal comme on sait que Kidal, c'est le Mali. Vive Mara, vive Mara, vive le Mali. Je tiens à féliciter Moussa Mara et tout son gouvernement parce que le départ de Moussa Mara dans la région administrative de Kidal nous a permis de savoir la complicité qui existe entre les MNLA et d'autres pays étrangers qui viennent imposer leurs lois. Donc on est prêt pour mourir à la cause de notre chère patrie, raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Un Malien ne peut pas se déplacer à Kidal. Un Kidalois peut pas se déplacer à Sikasso, c'est pas possible. Mais Sikasso fait partie du Mali comme le Kidal. Oui, on est libre de partir. Vive le Mali, vive le Mali. Et l'acte aujourd'hui qui a été posé par les groupes rebelles est inacceptable. Nous pensons quand même que les accords de Ouagadougou sont bel et bien respectés par le peuple malien. C'est seulement le MNLA qui refuse de respecter cet accord. Et nous pensons qu'on ne peut pas construire la paix, le dialogue sur cette forme de négociation. Voilà, le cri de cœur de la jeunesse malienne. Le Premier ministre, je vous le disais, est attendu d'un moment à l'autre à l'aéroport international Bamako-Sénou. Toujours par rapport à la situation à Kidal, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication était l'invité de 13h dimanche sur notre plateau. Mahamadou Kamara est revenu sur les enjeux de la visite du Premier ministre dans les régions nord de notre pays. Il était interrogé par Amara Malediallo. Bon, je crois que le Premier ministre l'a expliqué de manière assez explicite. Il s'agissait pour le gouvernement de venir sur le terrain pour s'enquérir de l'avancée des grands chantiers qui concernent la reconstruction du Nord Mali. Il s'agissait aussi de faire le point, l'évaluation du retour de l'administration sur le terrain et aller rencontrer les populations, aller au-devant des populations pour connaître leurs attentes, leurs appréhensions et comprendre les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui pour que le gouvernement puisse apporter une réponse concrète dans les meilleurs délais. Alors ces événements malheureux de Kidal, vous pouvez en parler un peu? Oui, écoutez, on est tous émus par ce qui s'est passé. Je voudrais commencer par saluer la mémoire des soldats maliens qui sont tombés et surtout condamner une nouvelle fois, de la manière la plus vigoureuse qui soit, ces actes criminels. On assiste aujourd'hui à un regroupement de certains groupes armés avec des forces terroristes qui s'attaquent à la République du Mali. C'est inacceptable. C'est inacceptable et nous n'acceptons pas. Tout est fait aujourd'hui pour que nos compatriotes qui sont détenus en otage au gouvernement soient libérés. Tout est fait pour que dans le cadre
de la CEDEAO, notre organisation sous-régionale, nous puissions trouver les solutions qui nous permettent de sortir de cette situation de violence et de faire en sorte que l'autorité de l'État s'assume sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Je peux vous dire que le président de la République a eu des échanges avec ses homologues, avec ses pairs de la CEDEAO, ainsi qu'avec le président de la République française, et qu'ils ont convenu que se tienne très rapidement un sommet extraordinaire de la CEDEAO, au cours duquel cette question sera posée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les options sont sur la table. Il faut que la violence cesse, il faut que la République soit rétablie dans ses droits sur l'ensemble du territoire. Quel commentaire vous faites par rapport à cette réaction de nos concitoyens qui expriment leur ras-le-bol? Bon, je voudrais m'adresser à nos compatriotes pour saluer le patriotisme dont ils ont fait preuve depuis le début de ces événements. On comprend, on sent qu'il y a une conscience malienne, qu'il y a un patriotisme élevé dans notre pays. Donc à ce titre, je voudrais saluer l'ensemble des compatriotes à Bamako comme dans les régions, mais aussi à l'extérieur, qui se mobilisent. Je voudrais aussi leur dire qu'il faut savoir raison garder. On comprend cet emballement, on comprend, et on est heureux de voir que nos compatriotes sont derrière le gouvernement du Mali. Cela dit, j'appelle au calme. Je souhaite que les uns et les autres puissent garder leur sang-froid, que dans le contexte actuel qui est déjà difficile, on puisse serrer les rangs, être tous derrière le gouvernement qui fait le travail nécessaire pour que la situation soit réglée dans les meilleurs délais. Voilà, donc j'appelle au calme, je demande à ce que la mobilisation continue, mais dans le calme, dans la tranquillité. Toujours par rapport à cette situation, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que le samedi 17 mai 2014, les forces armées et de sécurité maliennes, dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation du séjour du Premier ministre et sa délégation à Kidal, ont eu à faire face à des actes de violence et d'agression perpétrés par le MNLA, appuyé par les éléments des groupes terroristes. Au cours des affrontements, les forces armées maliennes ont enregistré 8 morts et 25 blessés, tandis que 28 morts et 62 blessés ont été dénombrés du côté des agresseurs. Le ministre présente les condoléances du gouvernement aux forces armées de sécurité du Mali ainsi qu'aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nos forces ont repris le contrôle de tous les bâtiments administratifs à l'exception pour le moment du gouvernorat où le MNLA et les terroristes détiennent une trentaine de fonctionnaires en otage. Le ministre rassure nos concitoyens que, conformément aux instructions du président de la République, chef suprême des armées, toutes les mesures conséquentes seront prises pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens à Kidal, consolider la souveraineté de l'État et protéger le processus de dialogue politique. Toujours par rapport à cette situation, nous vous proposons un avis de l'Assemblée nationale, un avis lu ici par le premier vice-président de l'institution. Face à la soudaine aggravation de la situation sécuritaire à Kidal, je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, en mission au Nigeria, inviter les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes parlementaires à une réunion extraordinaire demain lundi 19 mai 2014 à partir de 11h dans la salle Awa Keïta. Je sais compter sur la présence effective de toutes et de tous. Suite à la situation qui prévaut à Kidal, nous avons reçu plusieurs réactions de partis politiques et autres mouvements. Il s'agit du Parti citoyen pour le renouveau, PCR, l'Union pour la démocratie et la République, URD, l'IMRDA, le Parti pour la Renaissance nationale parrainant, du Rassemblement pour le Mali, RPM, l'ADEMA, PASJ, le Parti écologiste du Mali, le Parti Yélema, la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, mais également du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali. Tous se condamnent avec la dernière rigueur ces événements survenus à Kidal, demandent par ailleurs la libération immédiate de toutes les personnes civiles et militaires prises en otage, s'inclinent devant la mémoire des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.
Sur un tout autre chapitre, la deuxième réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien vient de se tenir à Bamako. Les représentants de l'Algérie, du Burkina Faso, du Tchad et du Niger rappellent l'importance de la mise en œuvre intégrale de l'accord préliminaire de Ouagadougou, signé, je vous rappelle, le 18 juin 2013. Avant la réunion de concertation, les ministres des Affaires étrangères du Mali et de l'Algérie ont co-présidé la cérémonie de clôture du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali, compte rendu Moïse Traoré. La deuxième réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien se tient au lendemain d'une attaque suivie de prise d'otages à Kidal. La réunion de haut niveau a enregistré la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie et du Mali, du ministre délégué chargé de la coopération régionale de Burkina Faso, de l'ambassadeur du Tchad au Mali et du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères du Niger. Les participants ont souligné l'importance de la consolidation des acquis du processus issu de l'accord préliminaire aux élections présidentielles et aux pourparlers inclusifs au Mali, signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, et sa mise en œuvre intégrale. Ils ont réaffirmé la nécessité d'engagements supplémentaires et davantage d'actions coordonnées au bénéfice de la stabilité au Mali et de la réconciliation nationale entre les frères maliens. Les participants ont exhorté les mouvements armés à prendre part aux discussions exploratoires engagées par Alger pour des pourparlers intermaliens inclusifs. Ce qui s'est passé hier au Mali est vraiment une tragédie et c'est la preuve qu'il est essentiel que les parties maliennes arrivent résolument à engager le dialogue. Juste avant la réunion de haut niveau, Algériens et Maliens ont bouclé la troisième session du comité bilatéral stratégique sur le nord du Mali. Nous souhaitons que la communauté internationale, la MINUSMA, la force Serval appuient l'État malien conformément aux dispositions des résolutions adoptées au niveau des Nations Unies pour asseoir son autorité. Et je pense que ceci est important pour nous donner le confort nécessaire pour nous continuer à discuter avec nos frères pour trouver une solution. L'Algérie, qui entend poursuivre son action humanitaire au nord du Mali, renouvelle son engagement à contribuer à la bonne préparation des prochains pourparlers. Nous allons donc redoubler d'efforts. Ceci est notre engagement à cette occasion ici à Bamako. Et nous allons œuvrer avec toutes les bonnes volontés afin que ce genre d'incident regrettable ne se reproduise plus. Nous espérons que tout le monde tirera les mêmes leçons de cette situation quant à l'exigence de se retrouver rapidement autour de la table du dialogue intermalien inclusif. Le comité bilatéral stratégique est un mécanisme de suivi pour une solution pacifique. Il a été décidé par les chefs d'État maliens et algériens les 18 et 19 janvier 2014. 12 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un ensemble de kits maraîchers, de moulins et d'unités de transformation alimentaire offerts par le gouvernement aux femmes de Tombouctou. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, compte rendu Yaya Tandina. Tourné au nord du Mali, le Premier ministre a procédé à Tombouctou à la remise officielle des kits maraîchers, de moulins et d'unités de transformation alimentaire, dont du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ces kits, d'une valeur de 12 millions, sont destinés aux femmes de la 6e région. Ce qui est très signifiant pour notre gouvernement, l'acte de solidarité à la suite des événements douloureux que le pays a connus et dont les femmes ont trop souffert. Donc elles avaient perdu tous leurs moyens d'activité génératrice de revenus. Et nous avons fait un recensement au nord, nous avons vu qu'elles ont besoin de tous ces matériels pour se mettre ensemble et rester sur place. Nous saluons et apprécions à juste titre cette remise qui s'inscrit dans la socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise au nord. Auparavant, Moussa Mara s'était rendu au centre de l'église protestante de Tombouctou. Ici, une quarantaine de femmes et de filles suivent une formation en coupe, couture et alphabétisation. Ces formations sont des formations de type dual. Donc ce sont des formations pendant lesquelles les apprenants passent 20% de leur temps ici et 80% de leur temps chez un maître. Dans leur cas, c'est un maître tailleur.
C'est important parce que dans ce sens-là, elles arrivent aussi à faire de l'alphabétisation, ce qui leur permet de mieux gérer leur entreprise une fois qu'elles se mettent à leur propre compte. Selon le ministre Babi, le gouvernement s'emploie à élargir et intensifier ces genres d'initiatives à d'autres domaines. Nous restons à Tombouctou où l'Union européenne et l'UNESCO viennent de procéder à la signature d'une convention portant sur la reconstruction des mausolées et monuments de Tombouctou et de Gao. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et du commissaire européen au développement. Reportage Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara. La signature de cette convention entre l'Union européenne et l'UNESCO porte sur la reconstruction des mausolées et du patrimoine culturel de Tombouctou et de Gao. Les buts visés par cette action des Nations Unies, menée en étroite coopération avec le gouvernement malien, est de contribuer aux efforts de paix dans notre pays. Je crois qu'avec cette importante contribution, l'UNESCO pourra avancer de manière significative avec la reconstruction des mausolées et du monument El Farouk, ainsi que contribuer à la réhabilitation de quelques bibliothèques de manuscrits dans l'Institut Ahmed Baba. Ce travail, comme vous le savez, sera mené avec l'appui logistique de la MINUSMA, et la MINUSMA financera aussi la réhabilitation de 4 bibliothèques privées. Je suis très ravi que nous pouvons aussi aujourd'hui signer avec l'UNESCO une convention de contribution d'un montant de 500 000 € destinée à la restauration du patrimoine culturel de la ville de Tombouctou. J'espère que le travail va commencer très vite et achever très vite, et après on verra est-ce qu'il faut encore être en position ou qu'il faut encore trouver l'argent pour restaurer tous les patrimoines de Tombouctou. Pour les chefs du département, la réhabilitation de la culture demeure une des priorités du gouvernement. Je pense que ce fut une riche journée aujourd'hui après Gundam, Tombouctou, de voir que la paix est de retour, que le patrimoine culturel est un vœu cher pour toutes les nations, pour tous les amis du Mali, pour tout le monde entier, j'allais dire. La visite au cimetière de Troissé a mis fin à cette cérémonie. Toujours à Tombouctou, une délégation de l'Union européenne vient d'effectuer une visite à l'école fondamentale Cheikh Nou de Kabara. Objectif, constater de visu l'évolution de la campagne Retour à l'école sur place. Le commissaire européen au développement a échangé avec les acteurs de l'école. Cette visite a permis à la mission de s'imprégner des conditions de travail des enseignants. Nous retrouvons Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara. Cette visite du commissaire européen au développement à l'école fondamentale Cheikh Nou s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne Retour à l'école. Après les événements 2012, ça veut dire qu'il faut réfléchir notre stratégie, comme nous restons bailleurs de fonds pour l'éducation aussi jusqu'à 2020 au moins. Ça veut dire qu'il faut faire quelques changements dans notre plan, que nous faisons plus d'investissements dans l'infrastructure et aussi soutenir les parents pour que les enfants puissent être bien nourris à l'école. La cérémonie a été une occasion d'inviter les partenaires à s'investir davantage autour de l'école malienne. Les points sur lesquels nous avons échangé sont nombreux, c'est-à-dire comment il faut relancer le système éducatif. À Tombouctou, particulièrement, qui a été victime de l'occupation des djihadistes. Donc, à ce niveau, la solution, c'est d'abord d'équiper les écoles. Ensuite, de trouver également des solutions complémentaires, par exemple, suppléer au problème d'enseignants. Le commissaire européen au développement a eu également un échange fructueux avec les acteurs de l'école. L'élection des conseillers consulaires de la France, c'est ce 25 mai. À cette occasion, les Français résidant au Mali, militants du Parti socialiste, étaient hier après-midi autour de leurs candidats. Ils sont 3 hommes et autant de femmes sur la liste intitulée Français du monde à gauche. Cheikh Oumar Sangaré, compte rendu. Les candidats de la gauche à l'élection des conseillers consulaires français au Mali étaient face à leur électorat. Pour ce scrutin, prévu le 25 mai 2014, c'est une liste de 6 candidats intitulée « Français du monde à gauche » qui défendra les couleurs du Parti socialiste. Une liste d'une grande diversité. Notre diversité, c'est d'abord la parité, femmes-hommes, femmes-hommes. Notre diversité, c'est nos parcours qui sont très différents.
Notre diversité, c'est ceux qui sont résidents nés ici, résidents qui sont arrivés ici pour refaire leur vie, ceux aussi qui ont été dans la mobilité, c'est-à-dire qui sont nés en France et après ils ont grandi ici, ils sont partis faire leurs études en France, ils sont revenus s'investir ici. Voilà notre diversité qui est liée, qui est forte de sa mobilité, forte de sa culture, forte de ses compétences, de son savoir-faire franco-malien. Les conseillers consulaires représentent les Français établis hors de France auprès des ambassades et des consulats. Ils élisent les sénateurs des Français de l'étranger. Tous les Français ici, nous les représentons. Nous sommes leurs porte-parole, nous sommes leurs relais. Nous sommes là pour les écouter leurs problèmes, comprendre leur réalité, leur vie quotidienne ici, les difficultés qu'ils rencontrent, et les analyser et les faire remonter auprès de nos élus en France, c'est-à-dire les sénateurs, les députés et aussi nos conseillers représentants à l'Assemblée des Français d'étrangers. Le député Pouria Amr Saï et le sénateur Jean-Yves Lecomte ont profité de la rencontre pour parler de quelques-uns des acquis par les élus de gauche. Pour ce scrutin, la circonscription électorale du Mali compte 2511 électeurs inscrits. La Croix-Rouge malienne vient d'initier une rencontre à l'intention de la commission parlementaire chargée des questions de santé. Cette journée d'échange et d'information rentre dans le cadre de la journée internationale humanitaire et a pour objectif d'expliquer le rôle de la Croix-Rouge aux élus et solliciter leur accompagnement. C'est ce que nous dit Lamine Keïta. En initiant cette journée d'échange avec les élus de la commission santé, les responsables de la Croix-Rouge malienne ont voulu les informer sur leurs activités d'une part, et d'autre part demander leur appui, notamment en faisant le plaidoyer auprès de l'État. Ce que nous attendions vraiment par rapport à l'objet fondamental de la rencontre. Nous sommes sûrs, à travers ce que nous avons écouté des uns des autres, qu'ils feront tout ce qu'ils pourront pour que la Société nationale de Croix-Rouge du Mali fasse plus d'actions pour les populations vulnérables. Après la projection du film, suivi des échanges sur les activités de la Croix-Rouge de 2012 à 2013, les élus se disent satisfaits du travail de la structure. Ils promettent de faire le plaidoyer pour elle. Concrètement, ce que nous on veut faire, on demande d'abord à la Croix-Rouge de nous écrire et de nous édifier par lettre par rapport à leur doléance, leur situation. La rencontre nous a permis de savoir exactement le rôle que la Croix-Rouge joue, les objectifs de la Croix-Rouge qu'elle a envie d'atteindre, et ils nous ont demandé notre aide en tant qu'élus pour que l'État prenne en compte quand même un certain nombre de choses par rapport au budget, parce qu'ils disent que tout ce qu'ils ont aujourd'hui c'est pratiquement les partenaires et que l'État a un pourcentage très faible. L'organisation entend accroître son champ d'action en vue de soulager la souffrance de la population. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale des télécommunications, occasion pour la plateforme Stinkngeta Solutions d'organiser un forum. Il s'agit du premier forum national des télécoms au Mali. Nyanya Aliou Traoré, reportage. Chaque 17 mai, à travers le monde, est célébrée la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une journée qui vise à mieux faire comprendre les possibilités que l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication, TIC, peut offrir aux sociétés et économies. Cette année, le thème porte sur le large bande au service du développement. Le large band qui aujourd'hui constitue une des conditions sine qua non du développement durable d'un pays. Les TIC et le large band peuvent apporter des contributions majeures pour parvenir au développement durable. Les principales opportunités pour la transformation et l'amélioration des conditions de vie des populations. Une augmentation du débit de connexion est favorable pour l'économie, notamment pour les populations défavorisées et éloignées. Il s'agit de faire en sorte que le téléphone soit un véritable outil de développement. Pour ce faire, il y a divers comportements. Le large band, c'est pour lutter contre la fracture numérique. Ça veut dire que tous les éléments qui composent les télécommunications doivent servir uniquement le développement d'un pays. D'autres thèmes ont été développés au cours de ce forum, notamment le passage de l'analogie au numérique, une présentation de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM.
Une journée donc célébrée hier. La coordination malienne des organisations démocratiques commodes a organisé hier une conférence débat qui avait pour thème le Mali vu de pays, une démocratie exemplaire à la faillite de l'État. Mamourou Sidibé. Le Mali vu de Paris, d'une démocratie exemplaire à la faillite de l'État. En décortiquant ce thème, le conférencier a touché à tous les aspects de la vie politique malienne. J'ai beaucoup aimé les réflexions qui ont été faites et les remarques. Moi, je ne suis pas venu pour faire un cours à des gens, je suis venu pour proposer des pistes et animer un débat. Et je pense qu'à ce stade-là, ça a été très réussi. Et je remercie vraiment tous les participants à ce débat pour toutes les informations qu'ils m'ont apportées et qui vont m'aider à mieux comprendre la situation malienne. L'exposé du conférencier a suscité des vives réactions, notamment autour des questions de révolution de mars 1991, de la prolifération des partis politiques, d'organes de presse et de la rébellion Touareg. Sur cette dernière question, certains témoins affirment qu'elle a été savamment inventée. En somme, tous ont compris que le Mali a encore du chemin et nous devons encore y travailler. C'est d'amener les Maliens, des plus âgés aux plus jeunes, à prendre l'habitude de réfléchir profondément à ce qui nous arrive, à prendre acte de tous ceux qui ont des agendas contraires à ceux du Mali, posent, et eux-mêmes à réfléchir comment maintenant gérer leur pays à travers les critiques, toujours bienvenues, qu'on fait à leur pratique démocratique. D'une conférence à une autre, il s'agit de celle organisée à l'intention des pionniers et plusieurs jeunes de la commune 5 du district de Bamako. Cette conférence débat vise à mieux faire connaître aux participants les valeurs républicaines du Mali. Compte rendu Batravari. Symbole de la souveraineté nationale, les valeurs républicaines comme le drapeau et l'hymne national sont mal connues des jeunes aujourd'hui. C'est pour tirer la sonnette d'alarme que la direction régionale de la jeunesse a initié une série d'activités, au nombre desquelles cette conférence débat sur la problématique. Ce pas des emblèmes, des symboles qui ont été conceptualisés, élaborés et mis à notre disposition pour faire de la figuration et qu'on doit chercher à les comprendre, à mieux les comprendre et à pouvoir les opérationnaliser. Il faudrait plus que jamais qu'on fasse la reconstruction citoyenne, parce que nous devons rentrer désormais dans une dynamique de déconstruction et de reconstruction. La jeunesse, à en croire les initiateurs de cette conférence débat, constitue la principale force de reconstruction citoyenne. Une jeunesse de plus en plus disponible. Une jeunesse, génération du Dambé, qui s'engage à construire, non pas à détruire. Auparavant, les pionniers avaient procédé à la montée des couleurs pour illustrer cette nouvelle dynamique de la direction régionale de la jeunesse. Action de bienfaisance. La fondation Orange Mali vient de mettre à la disposition du pavillon néphrologie du centre hospitalier universitaire du Pont-G du matériel de dialyse. Ces équipements ont coûté à la fondation environ 25 millions de francs CFA. Fademba Keïta. Composé d'aiguilles, d'acides, de jets de branchement et de débranchement et autres consommables, ces matériels facilitent la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale. Le don s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord de partenariat existant entre la Fondation Orange Mali et le centre hospitalier universitaire du Point-G. Grâce à ces appareils et aux nouveaux kits offerts par la Fondation, beaucoup plus de malades seront traités tout en améliorant sensiblement les conditions de prise en charge et la qualité du service. Ce coup de pouce du donateur permet d'accroître le nombre de séances de dialyse qui s'élève à 90 par jour. Nous avons aujourd'hui 3 unités de dialyse et les consommables ne sont pas faciles. Nous effectuons 90 séances de dialyse par jour, ce qui veut dire effectivement ça coûte très cher et ce don vient à point nommé pour nous soulager. Le geste humanitaire de la Fondation Orange Mali appuie la subvention annuelle de 650 millions de francs CFA allouée par l'État en faveur de ce pavillon de l'hôpital du Point-G. Malgré les efforts consentis par l'État, des besoins restent encore non satisfaits. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des consommables, l'insuffisance des pieds de réchange, le manque d'entretien ou l'entretien tardif des appareils de dialyse. Au regard de cette situation, notre ambition est la création d'une unité de biopsie rénale et la création d'unités de dialyse dans les régions. Le seul service de néphrologie au Mali, SIS, au centre hospitalier universitaire du Point-G, compte 3 unités de dialyse. Pour mémoire, les 10 appareils Fresenius de dernière génération et accessoires
de la 3e unité du centre d'hémodialyse de l'hôpital du Point G sont aussi l'œuvre du donateur du jour. Autre grand titre de cette édition, le dossier culture nous amène aujourd'hui à Kati Malibougou, où le trousseau traditionnel de mariage sert de décor de la salle de mariage ou du centre secondaire d'état civil. Ce trousseau fait partie de nos us et coutumes qui prévoient un ensemble de dispositions visant le bon fonctionnement du mariage. Parmi ces dispositions, on peut citer le trousseau traditionnel ou cognominant et l'aménagement de la chambre nuptiale ou cognosso. Le dossier culture est une signature de Cheikh Oumar Sangaré et son équipe. Je peux dire que ça va marcher très bien. Là où nous sommes là, vraiment, je suis très content. Ce sont ces sentiments de joie et d'espoir qui animent toutes les parties les premiers jours d'un mariage. Toutes les dispositions sont prises pour faire du mariage un lien du meilleur et du pire. L'essentiel de ces mesures concerne la femme, considérée comme le pilier du foyer et supposée être patiente et obéissante. C'est pourquoi la chambre nuptiale est conçue de la manière la plus simple. Ils sont sur la natte. C'est ce qui est recommandé chez nous. Pas de matelas, pas de ventilateur. Il faut qu'elle soit initiée depuis le départ à des difficultés qu'elle peut rencontrer. La tradition prévoit également l'encadrement du couple. Pour cela, on fait appel à une femme âgée et expérimentée appelée Manyamaga. Dans la chambre nuptiale, durant les 3 jours chez certains ou les 7 jours chez certains, elle apprend à la nouvelle mariée comment se comporter à l'égard de son époux, à l'égard de sa belle famille, à l'égard du monde même. Après le mariage, les parents de la femme lui offrent un trousseau traditionnel. Ce trousseau est composé d'objets d'usage courant. Le balai, l'encens et les perles que vous voyez devant vous symbolisent la propriété, la coquetterie, la douceur et la beauté féminine qui doivent caractériser une bonne épouse. La marmite, le mortier et le pilon indiquent pour l'épouse la maîtrise de l'art culinaire. Et ensuite, vous avez l'aiguille et le fil. Symbolisent le devoir de l'épouse de préserver les liens et consolider l'entente dans sa belle famille. L'escarboucle symbolise le caractère perpétuel de l'institut du mariage, d'une part, et d'autre part, la stabilité de l'épouse dans son foyer en vue de préserver des mauvaises fréquentations. La jarre, elle symbolise l'union autour du noyau familial, la cohésion, l'entente et au-delà du simple fait que tous les membres de la famille y boivent pour étancher leur soif. Au-delà de tout ça, vous avez la natte. Elle signifie d'abord la seule arme pour la femme pour retenir son mari à ses côtés à la maison. Mais aussi, elle symbolise surtout la fidélité de l'épouse. Dans la cour de ce centre d'état civil, on peut lire les dates, voir des images historiques et des extraits du code de mariage. Cela à travers les couleurs vivantes de la nation. L'extrait du code de mariage sur le mur, parce que quelqu'un peut venir pour juste 5 minutes pour son acte, il peut profiter, lire le code de mariage et ça peut lui servir. Malheureusement, le nombre de divorces est en croissance inquiétante dans notre pays. Le retour à nos valeurs fondamentales est plus que jamais nécessaire pour sauvegarder un des piliers les plus importants de notre société, le mariage.
Notre confrère Siragatou Sissé était donc devant le maire ce matin. Certainement, il a découvert les merveilles, les décors du Cognosso. Cette annonce sécurité et développement en région de Tombouctou, tel est le thème de votre émission Question d'actualité de ce soir à partir de 21h30. Le colonel Mamadou Mangara, gouverneur de la région de Tombouctou, Mohamed Ibrahim Sissé, président de l'Assemblée régionale de Tombouctou, Moussa Sissé, coordinateur de l'ONG AMSS, Moulay Baba Sidi El Wafi, analyste économiste malien de l'extérieur, Alous Ag Tajou, président des hôteliers de Tombouctou, et Mohamed Ag Mohamoud Di Akni, directeur général de l'Agence de développement du Nord, sont les invités de ce débat animé par Moussa Ari Maïga. Comment concilier développement et insécurité en région de Tombouctou? Pour tout savoir, rendez-vous sur l'ORTM tout à l'heure à partir de 21h30. Une émission réalisée depuis Tombouctou en marge du Forum sur la réconciliation nationale organisé par le gouvernement du Mali sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, pour la grande édition du soir, vous serez avec Awoy Touré, mais avant, vous avez rendez-vous avec Kaya Toukone. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.